Eh bien, le bonjour, bande de vigoureuses langoustes de la Guinée équatoriale sud. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis excessivement excité parce que je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC 254, Khabib contre Gaethje, samedi après-midi. Après-midi, n'oubliez pas les boys, après-midi, je pense que le pay-per-view commence, en fait, je pense pas, là, le pay-per-view commence à 2 heures. OK? 2h30, 2 heures, 2h30, 2 heures. Une de ces heures-là. Moi, je me mettrais prêt pour 2 heures. Et nous, si c'est à 2h30, vous allez juste attendre pour le magnifique main event des prelims, un combat absolument succulent qui va avoir lieu. Mais bref, je suis là aujourd'hui pour mes analyses et prédictions complètes pour cet événement extrêmement attendu, incluant le main event de la soirée, bien sûr, entre Khabib Nurmagomedov et Justin Gaethje. Mais avant de commencer, je vous demande si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube MMA. Donc, ça défile là dans le bas, là, oui, le petit écœur rouge, là. Checkez ça, allez vous abonner. On est partout sur YouTube, Facebook, toute la patente. Mais là, je vous demande YouTube. Là. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, faites-le immédiatement, s'il vous plaît. Ça serait vraiment très gentil de votre part. Et on va y aller. On va commencer immédiatement parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur cette carte-là, mais surtout sur ce combat-là. Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje. C'est rendu un événement, là, un combat de Khabib, surtout que ça arrive comme une fois par année. Là. La dernière fois qu'il s'est battu, c'était au mois de septembre dernier à Abu Dhabi aussi. C'était face à Dustin Poirier, avait gagné ce combat-là. Et puis, il s'est passé plein de choses depuis. On a eu le combat Tony Khabib qui, encore une fois, à mon grand désarroi, a été annulé. Et Tony a fini par affronter Justin Gaethje. On sait comment ça s'est passé. Pas très bien pour Tony. C'est donc Gaethje qui a remporté le titre intérimaire et là, on va unifier les deux ceintures dans cet énorme combat de championnat entre Khabib et Justin Gaethje. Et puis, écoute, comment pick ce fight-là? C'est vraiment quelque chose de très difficile, quelque chose que je vous cacherai pas, je vais back and forth là, avec mon pick depuis pas mal le début de la semaine. Si vous m'écoutez sur le podcast, vous le savez, j'avais un feeling par rapport à ce combat-là. Un gros feeling même que Justin Gaethje allait gagner, que Justin Gaethje allait passer le KO à Khabib. L'affaire, c'est que, tu sais, je regarde du tape, là, évidemment, quand je fais ces previews-là, je regarde les deux combattants se battre, j'essaie de voir comment que ça va aller, la dynamique entre les deux. Puis, tu sais, plus que je regarde, c'est sûr que plus que je me dois de favoriser Khabib pour ce combat-là, parce que il est imbattable et imbattu, et le gars a pratiquement jamais perdu, mais c'est intéressant ce match-up. C'est un des match-ups les plus intéressants, puis je pense que c'est un combat qui est years in the making, parce que Justin Gaethje a vraiment changé la façon dont il se battait. Justin Gaethje est arrivé dans l'UFC après une run absolument incroyable avec World Series of Fighting où il knockait tout le monde. Il faisait des combats de Fight of the Year candidate quasiment à tous ses combats, même quand il se battait pour la World Series of Fighting, genre contre Luis Palomino et ces gars-là. Tu vois le moyen de se faire dropper comme un bon là, dans le début du combat, puis il revenait de l'arrière, puis lançait 494 coups de poing par combat. Il défendait tous les coups avec sa tête. C'est Justin Gaethje à l'état pur. L'affaire, c'est que dans l'UFC, quand il est arrivé contre l'élite de la division face à Dustin Poirier, face à Eddie Alvarez, face à des gars qui étaient capables de rester devant lui pendant 3 rounds ou 5 rounds sans se faire knocker brutalement là, après un gros flurry de punch, mais ça a fait que Gaethje a eu de l'adversité, puis Gaethje a même perdu, s'est fait finir 2 fois face à justement Poirier et Alvarez, mais on dirait que c'est 2 finishes que tu regardes que t'es comme... C'est pas genre, il s'est fait knocker ben raide ou rien, c'est vraiment... Les deux se sont lancés 250 000 coups de poing par la tête, puis un jour, il y en a un qui a mieux landé sur Gaethje, puis ça a fait que, il s'est fait finir dans ces combats-là, mais depuis ces combats-là, lui et son entraîneur, qui est Trevor Whitman, qui est selon moi, là, présentement, le meilleur coach en MMA, un des gars les plus intelligents, un des meilleurs analystes de la game, un maître pour développer des game plans, pour trouver la manière dont son fighter doit se battre contre un adversaire spécifique dans le but d'être en mesure de le vaincre. Puis ils sont vraiment mis au travail pour modifier la game de Justin Gaethje, pour garder ce qui faisait le mieux, puis focusser là-dessus, puis peut-être un peu enlever le reste, l'alentour, qui, oui, donnait certains des combats les plus spectaculaires qu'on avait vus, mais
qui n'aidait pas Justin Gaethje dans sa carrière. Là. Justin Gaethje aurait pu continuer d'être le action fighter absolument ridicule qu'il était il y a quelques combats. Il aurait continué probablement à affronter l'élite, mais il aurait gagné le combat d'après, il aurait perdu. Le combat d'après, il aurait gagné. Puis ça n'aurait jamais bien fini pour lui. T'sais. C'est la définition d'un kill or be killed fighter. C'est pas quelqu'un qui a tendance à se rendre aux décisions des juges. On va le dire ainsi. Fait ils sont vraiment mis à travailler sur la game de Gaethje. Puis ce qu'ils ont gardé dans la game de Gaethje, c'est son gros counter-striking, parce que ça reste un bon counter-striker. Il était très bon quand que tu lançais pour te clipper. En retour, te clipper quand tu vas vers lui avec un short punch qui génère beaucoup de puissance. Justin Gaethje est un des plus gros power punchers dans l'UFC et probablement le plus gros là à 155 livres. Si tu penses bien rapidement à ça. Il y a des très gros punchers, des gars très puissants dans cette division-là, mais quelqu'un qui peut vraiment t'éteindre avec un bon gros coup de poing, il y a pas mal juste du Justin Gaethje. L'autre chose qu'ils ont gardé dans sa game, c'est les leg kicks. Justin Gaethje est un leg kicker absolument incroyable. Puis, il y a une couple de combats, dont contre Edson Barboza, qu'on se demandait qu'est-ce que ça allait donner. Mais ça allait donner qu'il est arrivé là puis il a tradé leg kick pour leg kick avec Barboza. Les deux semblaient rentrer avec autant de power. Puis ça, c'est comme pas peu dire quand tu as l'air de kicker aussi fort qu'Edson Barboza, qui est comme de loin considéré comme un des meilleurs kickers de l'histoire des arts martiaux mixtes. C'est quelque chose de bien, en ta faveur. Fait qu'ils ont vraiment gardé ces choses-là. Ils ont toned down l'agressivité d'une notch, mais Justin Gaethje continue de stalker ses adversaires. Il n'a pas arrêté de mettre la pression, d'aller de l'avant. Il y a plus une game à la Korean Zombie, on dirait. La semaine passée, je disais Korean Zombie et Justin Gaethje avant son temps. C'est ça qui est aujourd'hui. Justin Gaethje, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant, qui va te stocker, essayer de te mettre beaucoup de pression. C'est pas quelqu'un qui te laisse beaucoup d'espace. Il va mettre beaucoup de pression dans le but que tu te retrouves un peu pris contre la cage, puis que tu veux lancer une strike pour le faire reculer, pour pouvoir t'en sortir. Puis c'est là que quand tu lances une strike, il te clip en retour. Puis il a passé des KO absolument énormes depuis ce temps-là. Il est passé littéralement d'un action fighter qui allait se battre pendant 4-5 rounds au besoin avant de trouver un finish ou de se faire finir, à littéralement un combattant qui est capable, oui, de se battre pendant 5 rounds en générant le même nombre de power pendant ces 5 rounds-là, comme on a vu face à Tony Ferguson, mais qui est plus rendu un KO artist, qui est plus rendu quelqu'un qui va te knocker au premier round, qui va te knocker au deuxième round, il va te pincer, soit avec un overhand, soit avec un crochet très slick là, dans ses counters, comme j'ai dit, puis ça va être une game très difficile à affronter pour Khabib. Là. Ça va être probablement son plus gros défi dans l'UFC à ce jour, surtout si c'est le Justin Gaethje qu'on a vu contre Tony Ferguson qui se pointe. Ça va être tout un combat. L'affaire avec Khabib, c'est que il n'y a aucune question sur ce qu'il va faire. Puis tout le monde le sait. Mais personne n'est capable de lui en empêcher. Personne. On n'a jamais vu personne être capable d'empêcher Khabib de faire ce qu'il veut faire. Le seul moment que Khabib arrête de faire ce qu'il veut faire, c'est genre quand il décide de striker 2 rounds avec Al Iaquinta pour une raison ou une autre. Mais encore là, ça a vraiment été sa décision parce que dès qu'il voulait lander takedown, il se retrouvait dans les jambes puis lander takedown sur Regional puis c'était pas bien long. Donc, c'est évident que selon moi, ce combat-là va se passer vraiment en tight range, en close range, va avoir beaucoup de clinch. Justin Gaethje, ce que j'entends beaucoup de gens dire avant ce combat-là, puis oui, je suis d'accord, mais je ne veux pas accorder une trop grosse importance à ça, c'est son background en lutte. Oui, c'est un bon lutteur. C'est un excellent lutteur, Division I All-American Wrestler. Le gars s'en sert pas, par exemple. S'en sert juste pour ne pas se faire takedown. Mais il y a une différence entre ne pas se faire takedown et ne pas se faire takedown par Khabib. Khabib, ce qu'il fait là, c'est qu'il n'est pas tant bon en open range, je te dirais. Son striking s'est vraiment beaucoup amélioré. On tient à le dire, Khabib s'est rendu, je te dirais, un striker correct en termes de MMA. Ça ne sera pas un Justin Gaethje, c'est pas le même niveau de combat debout. Autant c'était pas le même niveau de combat debout contre McGregor, contre Dustin Poirier, contre Nomley. Ils sont pas mal toutes sa liste de Khabib, il a battu tout le monde. Donc, ça ne sera pas le même striking, mais c'est pour ça que Khabib va vouloir essayer de close le range le plus rapidement possible parce qu'à open range, Khabib a un très bon shot, mais c'est rare qu'il va réussir un takedown, le reactive double à la GSP en plein milieu de la cage. C'est plus quelqu'un qui va
shooter, pour te driver contre la cage. Puis une fois contre la cage, là, il se met à travailler. Il a un control absolument incroyable. Et puis, il chain les takedowns attempts. C'est pas quelqu'un qui va rester sur un single leg, là, comme ça, le dos plié en deux contre la cage pendant 2 minutes en disant quand il va faire une erreur, il va l'amener à terre. Pas du tout. Il a son single, il switch en double, il va le switcher avec un body lock, essayer d'aller chercher un trip, ça marche pas, il repart sur un single, essaie de prendre le dos. C'est vraiment une tornade d'activités de takedown attempt qui fait que, selon moi, peu importe comment Justin Gaethje est un bon lutteur, la seule affaire que ça va faire, c'est probablement peut-être prendre 10 secondes de plus à Khabib avant de le takedown contre la cage. Basically. Donc, j'ai aucun doute que Khabib va le takedown, j'ai aucun doute que rendu au sol, ça va être difficile de se relever sans prendre du dommage pour Justin Gaethje, parce que Khabib n'est pas nécessairement le meilleur top control fighter, juste parce que, tu sais, il frappe tout le temps. C'est le combattant le plus actif au sol en ground and pound, en MMA. Le gars frappe constamment, ne prend pas une seconde de break. Puis c'est ça sa game, c'est d'être une pure tornade pendant 25 minutes, puis de jamais arrêter de travailler une seconde, puis jamais arrêter d'outwork ton adversaire une seconde. Puis c'est ça qui fait qu'il est absolument imbattable. A des très bons, est bon pour aller chercher, tu sais, le bras inverse, là, ce qu'il appelle le Dagestani handcuff, là, aller chercher le bras inverse pour t'empêcher, tu sais, de bien posté pour te relever. Prends le dos de là, puis se retrouve un peu dans ton dos, il te frappe. On a vu les positions que Khabib aime contre la cage, puis quand il est dans ces positions-là, oui, c'est possible de se relever, mais c'est impossible de se relever sans manger 15 bons coups de poing d'en face. Puis l'affaire, c'est que s'il y a une affaire qu'on peut être sûr à 100%, c'est que ça ne dérangera pas Justin Gaethje. Justin Gaethje est pas mal dans la même lignée que les Khabib puis que les Tony Ferguson, dans le sens que ce gars-là ne peut pas être brisé. Ça me surprendrait vraiment que Khabib brise Justin Gaethje mentalement. Puis c'est souvent comme ça qu'il réussit à les finir, ses adversaires. C'est en les brisant mentalement, puis ses adversaires deviennent juste résignés à leur sort, puis sont genre... Un nouveau round commence. Dans 10 secondes, je vais avoir le dos contre la cage. Dans 20 secondes, je vais avoir le cul à terre. Puis dans 25 secondes, je vais manger 313 coups de poing dans la tête jusqu'à temps que je donne mon dos et qu'il me choque. Fait que, tu sais, les gars deviennent résignés à leur sort puis arrêtent un peu d'essayer. Ce que Justin Gaethje n'arrêtera jamais. Puis c'est pour ça qu'il va être dangereux. Puis c'est pour ça qu'il va être le combat le plus difficile de Khabib. Parce que si Khabib debout décide qu'il laisse Justin Gaethje lui mettre la pression, puis que c'est Khabib qui assume le rôle du combattant qui recule. Pour être franc avec vous, je pense qu'il y a plus de chances. Parce que ce que Gaethje va vraiment vouloir faire dans ce combat-là, c'est laisser Khabib mettre la pression, puis quand Khabib va rentrer pour son first takedown attempt, va essayer de le clip avec un short shot, que ce soit un petit crochet bien court, un uppercut, un coup de genou. C'est ça la stratégie de Justin Gaethje dans ce combat-là. Puis s'il gagne ce combat-là, c'est comme ça qu'il va le gagner. C'est en clippant Khabib, en rentrant sur quelque chose, puis avec le power qu'il est capable de générer à short range. Écoute, s'il frappe Khabib comme il a frappé Tony Ferguson, je suis vraiment pas confiant que Khabib reste debout. Je suis vraiment, vraiment pas confiant. Oui, il est tough, oui, il est pas brisable mentalement, mais quand tu te fais frapper tellement fort que tes genoux lâchent, et ton mental n'a pas besoin d'être là. Tu vas te faire finir. Si ton corps est physiquement pas capable de prendre les punches de Justin Gaethje, tu vas te faire finir comme Tony qui... clairement, ne voulait pas se faire finir dans ce combat-là. À un moment donné, l'arbitre a juste step in parce que Toby était rendu... Il se tumblait sur ses pattes, ou comme dirait mon chum Greg, il mumblait sur ses pattes, comme s'il était Playboy Carty dans la place, tellement qu'il mumblait. C'était plus drôle. Là. Fait que, tu sais, si Justin Gaethje réussit à clipper Khabib en rentrant, il va le battre, mais selon moi, c'est pas mal la seule manière qu'il va pouvoir le battre parce que j'ai aucune confiance qu'il va avoir de l'assez bon mouvement pour rester debout puis que le combat se déroule à open range assez longtemps pour qu'il ait la chance de bien lander. Ça, je pense pas que ça va arriver. Pour vrai, je pense pas que ça va arriver puis je peux pas me fier sur le fait que ça va arriver parce que c'est jamais arrivé avec personne dans un combat de Khabib. Donc, ça va être sa manière de gagner pour Gaethje. De là, pourquoi je dis que selon moi, si Khabib dit, garde, fuck that, moi je recule, je circle, je laisse Gaethje venir à moi et je le force à se commettre dans quelque chose,
ben c'est là que Khabib va avoir du succès parce que quand Gaethje va se commettre, Khabib va shooter son takedown. Puis même s'il n'est pas super bon at open range pour finir un takedown, va pouvoir le backup dans la cage, que ça soit complètement à l'autre bord ou que ça soit shoot un takedown, puis réussir à le virer par le backup dans la cage qui était juste en arrière de lui. Que ça soit un ou l'autre, je pense que c'est vraiment comme ça que Khabib peut essayer de nullifier le succès de Justin Gaethje. Parce que si c'est Gaethje qui rentre puis Khabib qui counter avec un takedown, il n'y aura pas vraiment le risque que ce soit Khabib qui fonce et qui se fasse clip en rentrant. Donc, ça, c'est un gros aspect comme stratégique du combat. Puis, tu sais, je ne sais pas trop sur lequel des deux je me fie le plus pour réussir à appliquer ce game plan-là. C'est sûr que Justin Gaethje, probablement, est celui qui va être le plus en mesure d'appliquer un game plan à cause de Trevor Whitman. Tu sais, Khabib, on se le cachera pas, pour ce combat-là, ne s'est pas entraîné au AKA parce qu'il n'a pas pu venir en sol américain à cause de toute la COVID et ces affaires-là. Puis en plus, son main coach en Russie, c'est son père, puis qu'on le sait tous que son père est décédé. Fait que côté ajustement le stratégique, technique dans le combat, game planning en général, tu sais, je pense que j'ai pas le choix de donner l'avantage à Gaethje à cause de ça. L'affaire en retour, cependant, c'est justement le père de Khabib. Parce qu'on a vu Khabib contre Conor McGregor, c'est clair, net et précis que Conor, lui, a rentré dans la tête. Lui a joué dans la tête. Je vais te jouer. Ah, j'en avais rien qu'un. C'est rare, ça. Mais bref, c'est clair que oui, Conor McGregor a joué dans la tête de Khabib dans ce combat-là. Il est vraiment rentré dans sa tête puis il l'a fait chier. La réponse, par exemple, n'a pas été un Khabib qui s'écroule. Ça a été un Khabib encore plus motivé, encore plus prêt à prouver un point. Puis j'ai comme, ben pas peur pour Gaethje, mais j'ai comme l'impression que Khabib, quand il y a quelque chose qui joue dans la tête, qui vient rentrer dans son mental, au lieu de prendre ça et de l'utiliser comme défaite pour s'écrouler, va l'utiliser comme défaite pour se surpasser, va l'utiliser comme défaite pour encore une fois donner une meilleure performance. Puis, tu sais, j'aime pas arriver dans un combat avec des gros X-Factors de même, genre un membre de sa famille est récemment décédé, nanana, mais c'est son père, c'est son coach, c'est, tu sais, il y a peu de gens, d'après moi, qui avaient une relation aussi près de leurs parents que Khabib et Abdulmanap. Donc, j'ai l'impression que sa mort va affecter grandement Khabib dans la cage, mais pas négativement. C'est comme si Khabib, oui, il s'est toujours battu, c'est pour l'honneur de sa famille, puis c'est comme très, je dirais, musulman, là, comme concept de peut-être des guerriers d'honneur et tout. Puis il se battait pour sa famille, il se battait pour représenter, pour ses gens, pour les musulmans en général à travers le monde. Et là, il va se battre pour l'honneur de son père, pour la mémoire de son père, pour essayer de respecter le plan que lui et son père s'étaient mis de se rendre à 30 victoires et aucune défaite, et puis de prendre sa retraite comme étant probablement le plus grand combattant de l'histoire des arts martiaux mixtes. Et puis là, Khabib est 28-0. Il reste 2 combats avant d'être au 30-0. Et puis son père est mort. Puis d'après moi, ça va beaucoup, beaucoup jouer dans la balance parce que Khabib va se battre pour l'honneur de son père, va se battre pour la mémoire de son père. Donc, comme dans le combat avec McGregor, va avoir quelque chose qui lui trotte dans la tête, mais il va s'en servir comme motivation pour se dépasser encore plus, se pousser encore plus, puis vraiment s'assurer là, d'aller chercher cette victoire-là coûte que coûte. Fait, combat absolument incroyable. La dernière affaire que je veux aborder, puis j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est les leg kicks. Si Justin Gaethje arrive dans ce combat-là, puis se met dès les premiers instants à kicker Khabib le plus fort possible dans les jambes, et on peut avoir un combat complètement différent à quoi qu'on s'attend. Parce que on se le cachera pas que Khabib, il ne shoot rarement un takedown dans les 25 premières secondes du combat. Je pense que peut-être qu'ici, non, c'est tout autant dangereux en fait dans tous les autres combats parce que comme je l'ai dit, une des seules manières que je vois Gaethje le battre, c'est en le clippant. Puis c'est sûr que si tu shoot un takedown bientôt sans setup, oui, tu vas peut-être le prendre de surprise, mais oui, peut-être qu'il s'attend exactement à ça aussi, puis il va te cut avec un uppercut ou un coup de genou comme dans les premières secondes du combat. Là. Mais généralement, Khabib prend 1 à 2 minutes là, debout pour établir ses reads, savoir à peu près, avoir un bon timing comme ça. Il peut essayer de forcer son adversaire à se commettre, puis boum, y aller avec un takedown, un temple, le backer dans la cage, et là, commencer à travailler, là, faire les affaires qu'il fait dans le combat. Donc, si Gaethje arrive, puis
tu as le kick dans le mollet, puis tu as le kick dans le genou, dans le creux du genou. Et dès les premiers instants du combat, puis le temps que Khabib prend habituellement pour read son adversaire, mange 4, 5, 6 bons leg kicks qui font mal à la jambe puis qui viennent déranger son mouvement puis le poids qu'il peut mettre sur sa jambe. Ça peut changer complètement l'issue du combat parce que je suis sûr que Khabib est en mesure de take down Justin Gaethje, j'en ai aucun doute, mais Khabib sur une jambe contre un Division I All-American Wrestler, peut-être ça égalise un peu plus le match-up. Puis moindrement que le match-up en lutte est un peu plus égalisé, l'avantage de striking de Gaethje va se mettre à beaucoup plus paraître. Donc si Gaethje peut arriver là, kicker des jambes tôt dans le combat et puis complètement défaire le volume défaire la jambe, c'est-à-dire de Nurmagomedov pour qu'il soit moins capable de s'en servir et qu'il ait plus de difficultés à take down Gaethje à cause que sa jambe est endommagée. Et ça peut changer le combat au complet. Puis là, Justin Gaethje se retrouverait dans une très, très bonne position pour remporter ce combat-là. Donc, je sais pas ça fait 20 minutes que j'en parle, là, à peu près, ça fait 20 minutes que j'en parle. Mais écoute, un combat de même, je suis bien conscient que la majorité d'entre vous qui écoutez, c'est pour m'entendre parler de ça. Là. Je pense qu'il y a à peu près 0 personnes qui sont ici pour m'entendre parler de Phil Oz contre Jacob Malkoun. Fait que c'est de ça que je ne fais pas. Mais écoute, là, on s'en vient à ma prédiction. Puis ma prédiction, man, je ne le sais pas plus qu'avant de commencer mon analyse. Si vous avez vu, je vous ai présenté des manières que Gaethje peut gagner, que je pense qui sont très réelles. Je vous ai dit que s'il n'est pas capable de faire ces deux choses précises-là, il va assurément perdre. Donc oui, tu sais, en théorie, si on regarde les odds, si on regarde sur qui je dois me fier le plus, c'est probablement Khabib, là. C'est fort probablement Khabib, là. Khabib par décision, Khabib par soumission, 4e round, 5e round, c'est vraiment quelque chose qui a de très, très, très bonnes chances d'arriver. Mais écoutez, regardez les boys, j'ai dit que j'avais un feeling, je vais y aller avec mon feeling. Gagez pas d'argent là-dessus. Ben, gagez de l'argent là-dessus si ça vous tente, mais venez pas dire « Ah, j'ai écouté le pick à Faber, puis là, j'ai perdu du cash. » Dites-moi pas ça, c'est pas de ma faute. Je prends pas responsabilité pour aucune de vos pertes économiques. Mais je vais y aller avec mon feeling. Si mon pick, c'est Justin Gaethje par KO au 2e round. Pas pire, hein? Co-main event maintenant. Le deuxième combat duquel on veut parler, c'est littéralement, là, à ce temps qu'on a parlé du main event, c'est une carte de 3 ou 4 combats. Moi, je dirais 3 combats parce qu'il y a un combat heavyweight qu'on va parler juste après, que c'est comme quand même des gars rankés pis tout. Le combat ne m'intéresse absolument pas, mais on peut pas dire que c'est pas des gars qui existent. Fait qu'on a une carte de 3,5 combats. Le main event devrait compter pour 2. Ce co-main event-là aussi. Jared Cannonier, Robert Whittaker, Bobby Knuckles, man, un de mes combattants préférés ever, un de mes combattants actifs favoris. Et puis, tu sais, ce match-up-là, étrangement, me fait un peu penser à Khabib contre Gaethje. C'est pas la même dynamique du tout. Mais je vous explique ce que je veux dire par là. Robert Whittaker, c'est comme Khabib un peu dans ce combat-là. Puis Jared Cannonier, c'est Justin Gaethje. Dans le sens que Jared Cannonier, il y a basically 1 ou 2 choses qu'il se doit absolument faire s'il veut gagner ce combat-là. Puis s'il réussit pas, il gagnera pas. Je pense pas que Jared Cannonier est un meilleur striker que Robert Whittaker. Je pense surtout pas que Jared Cannonier est autant actif debout que Robert Whittaker. Tu sais, Cannonier, oui, il lance un jab une fois de temps en temps, capable de te lancer un bon leg kick aussi, capable d'essayer de lancer une combinaison, mais généralement, c'est quelqu'un qui va essayer de te taguer avec un gros punch pour te knocker. Puis il y a du KO power absolument incroyable, puis il est absolument capable là, de knocker Robert Whittaker s'il pogne avec la bonne affaire. L'affaire, c'est que je ne sais pas si je peux me fier là-dessus, pour être bien honnête avec vous. Parce que Robert Whittaker, oui, un peu le Justin Gaethje problem ou le Eddie Alvarez problem ou le Dustin Poirier problem. Genre, il se fait allumer une fois par fight. C'est automatique. Contre Darren Till, les 2 fois contre Romero, contre Adesanya, malheureusement qui a causé sa perte, mais il se fait allumer à toutes ses fights. L'affaire, c'est que je l'ai vu se faire allumer puis se passer à ça de se faire finir par Yoel Romero à 2 reprises. Le gars s'est battu pendant 50 minutes avec Yoel Romero, a passé proche de se faire finir de 2 à 3 fois dans ces 50 minutes-là et ne s'est jamais fait finir. Puis le code d'Adesanya,
je veux pas vraiment le compter, je veux pas vraiment le prendre en considération parce que ce qui est arrivé, c'est qu'Adesanya a draw une attaque, il a pris un angle, puis il l'a tagué ben raide. Puis ça, t'as beau te battre contre le gars qui frappe le moins fort du monde. Si le gars connaît, genre, qui est capable de rentrer puis sortir à des angles précis, puis capable de t'amener vers l'avant puis de te prendre en plein déséquilibre, quasiment de côté pour te geler parce qu'il a coté un angle, tout le monde va knocker n'importe qui s'ils sont capables de faire ça. Donc, tu sais, Jared Cannonier, s'il y a une chose qu'il fera pas, c'est justement draw un attaque de Whittaker pour coter un angle puis le knocker ben raide. Il va peut-être draw une attaque pour lancer un gros crise de counter, genre une grosse patate d'overhand dans le milieu, ou un hook assis alentour, quelque chose comme ça. Mais je le vois mal devenir un Israël Adesanya, un génie du striking, puis genre une petite rotation pour se retrouver dans l'angle parfait pour le pogner direct sur le menton. C'est pas ça, Jared Cannonier. Je vais te frapper le plus fort possible quand tu es devant moi, mais il n'y a pas beaucoup de mouvement, il n'y a pas beaucoup de déplacement dans sa game, puis ça fait que de la manière qu'Adesanya a fini Whittaker, je ne peux pas me dire « Ah, oh, ben, Whittaker est capable de faire la même affaire » c'est-à-dire Cannonier est capable de faire la même affaire. Il est plus capable de faire la même affaire que Yoel, c'est-à-dire un peu exploser out of nowhere avec du power énorme, puis on a vu Whittaker se faire cut avec ça, puis on a vu ne pas se faire finir par ça, donc tu sais, c'est sûr que si ça arrive, ça va arriver. Je suis sûr que ça va arriver, en fait. Puis, tu sais, si Whittaker se fait allumer comme il faut, va peut-être survivre, mais perdre le round 18. Puis après, s'il gagne les deux autres, il va se retrouver avec un draw. Puis c'est le meilleur des résultats qui peut arriver. Mais, tu sais, si tout se déroule normalement dans ce combat-là, je pense que Robert Whittaker doit être favori. Là. Je pense que Robert Whittaker va être plus actif que Cannonier debout et généralement très bon pour soit encaisser ou soit s'assurer de ne pas manger toute la shot, de peu roll with the punches, puis de manger comme la moins grosse partie du coup de poing. Et puis, il est vraiment meilleur que Jared Cannonier au sol. Là. On a vu Jared Cannonier, tu sais, à light heavyweight surtout, à middleweight défend mieux les takedowns, mais à light heavyweight surtout, on l'a longtemps vu là, dans des combos, il est complètement en train de dominer un doute debout, puis le whoop, il se fait takedown, puis aucune takedown defense, là, aucune, surtout quand c'est un takedown réactif qui est en train de lancer quelque chose pour que tu le pognes, de façon réactive. Aucune takedown defense. Je ne m'attends pas trop à ce que Bobby Whittaker arrive avec son game plan de la GSP puis te le takedown pendant 15 minutes. Là. Personnellement, je ne m'attends pas full à ça. Mais c'est le genre de combat que si Cannonier ne le met pas KO, a de très mauvaises chances de gagner, selon moi. Puis il y a de très grandes chances de le mettre KO. Là. Pour vrai, je pense que si tu regardes les odds qui sont pratiquement égales, c'est juste. Je pense qu'il y a 50% de chances que Jared Cannonier l'allume complètement et lui passe un KO. Puis il y a pas mal 50% de chances que Robert Whittaker fasse juste l'outwork et gagne le combat en dehors des 3-4 grosses shots qu'il va manger. Moi, c'est ça mon pick. C'est Whittaker par décision. Mais bref, c'est un autre combat sur lequel on pouvait bien gager de l'argent, mais le main event co-main event, là, moi, personnellement, c'est trop 50-50 pour que je mette de l'argent. Puis, je pense même pas que Gaethje est un si gros underdog contre Khabib. Fait que t'es même pas, c'est 50-50, mais si l'underdog gagne, je vais faire un paquet de cash. Même pas nécessairement ça. Donc, c'est peut-être deux combats que j'éviterais là, sur la carte côté gambling. Alors, on passe au prochain combat, celui que je disais qui m'intéressait pas tant que ça. C'est un combat chez les poids lourds entre Alexander Volkov et Walt Harris. Puis, pourquoi que ça m'intéresse pas tant que ça, c'est que ben, ça a vraiment l'air d'un match-up genre Volkov face à Greg Hardy, Volkov face à Derrick Lewis, mais je m'attends juste pas à ce que Walt Harris l'allume à 5 secondes de la fin, puis après dise que ses balls étaient hot. Fait que, je m'attends pas à un grand spectacle. Là. Personnellement, je pense que Alexander Volkov est très grand, très long, il a un bon jab, il est bon pour rester at range, puis juste comme pick off ses adversaires à une distance où eux ne sont pas capables de les atteindre. Puis je pense tout simplement que Walt Harris n'a pas nécessairement la technique pour être capable de travailler alentour de ça puis rentrer dans le range à Volkov, il va vraiment être capable de le faire payer pour vrai. T'sais, Walt Harris, oui, est excessivement puissant, oui, c'est un genre de Jared Cannonier, c'est un genre de gars qui est capable de t'allumer assez facilement s'il te frappe, il est très, très, très puissant, très, très, très athlétique, il génère du gros power, mais comme j'ai dit, n'aura pas le striking d'un Volkov. Puis je vois Volkov dans la grosse cage en plus, être capable de travailler derrière son jab, beaucoup se déplacer, ne pas laisser Harris être assez proche de lui pour lui faire mal. Puis je pense que Volkov va gagner ce combat-là par décision. Avant ça, on tombe dans vraiment quelque chose que je me demande pourquoi c'est sur le pay-per-view. Jacob Malkoun, Phil Hawes.
Jacob Malkoun arrive dans l'UFC avec 4 victoires et aucun revers. 4 combats professionnels. Il affronte Phil Oz qui, lui, a passé proche de se rendre dans l'UFC avec 3-4 combats professionnels. Malheureusement pour lui, s'est fait allumer raide au Contender Series par Julian Marquez avec un head kick. Et puis, Marquez a signé dans l'UFC avec cette victoire-là. S'est battu 2 fois, puis là, on ne l'a pas revu depuis. Je ne sais pas trop ce qui arrive avec lui d'ailleurs, mais il ne semblait pas être un prospect tant prometteur que ça. Contrairement à Phil Oz, justement, que je pense que j'aime ça le voir arriver maintenant dans l'UFC. Le gars n'est plus en âge prospect, une fiche de 8 victoires, 2 défaites. On a vu dans son dernier combat au Contender Series, rendu vraiment complet. Ça a toujours été un lutteur très athlétique, tu sais, genre de pas trop grand middleweight, mais quand même bricked up middleweight, qui... tu sais, génère beaucoup de power, qui est capable d'aller chercher des gros takedowns, a du bon contrôle au sol, il est capable de te battre par soumission, capable de te battre par TKO, mais à son dernier combat, il est arrivé avec des mains, chose qu'on n'avait pas tant vu en lui, puis il a passé un énorme KO à son adversaire, puis ça me donne vraiment de l'espoir là, pour sa run UFC, parce que ce gars-là, Philip Oz, quand il est parti de la lutte pour arriver en MMA, était un des top prospects en MMA. Là, on parlait de lui en même temps qu'on parlait d'un Kamaru Usman, qu'on parlait d'un Tom Duquesnoy, qu'on parlait de... pourquoi que je blanque là? Alexander Volkanovski, c'est tous des prospects qui sont arrivés en même temps. Puis, ça a été plus dur, ça a été plus long, se rendre à l'UFC. Mais là, il arrive à l'UFC avec une fiche de 8 victoires, 2 défaites. Il a connu la défaite, il a connu l'adversité, s'est battu à Ultimate Fighter, a essayé de se qualifier dans la maison, a perdu contre Andrew Sanchez. Donc, il a déjà affronté des bons combattants de l'UFC, a connu l'adversité. Puis, Jacob Malkoun n'a rien connu de ça, là. Jacob Malkoun se battait sur la scène régionale australienne où il était comme le meilleur striker dans une lignée de strikers bien moyens. Puis c'est sûr que s'il arrive là, puis ça fait juste s'échanger debout, il y a peut-être une chance de taguer Philip Oz, mais Philip Oz est comme trop intelligent pour pas switch up. Puis moi, je pense que c'est un combo, il peut ressortir sa lutte, le takedown, puis le battre par soumission assez facilement au premier round. Je pense pas qu'il y a grand-chose de très impressionnant dans Jacob Malkoun, malheureusement. Ensuite, c'est un combat qui aurait été excellent. C'était Lauren Murphy qui devait affronter Cynthia Calvillo. Malheureusement, il est arrivé quelque chose avec Cynthia Calvillo. Je ne sais pas si c'est le Rona ou exactement ou quelque chose d'autre, mais bref. Il est arrivé quelque chose, elle ne peut pas être là. Ils ont trouvé une remplaçante, Lilia Shakirova. Et écoute, fiche de 8 victoires et 1 défaite, Shakirova n'a jamais affronté personne. Toutes les combattantes sur sa fiche, c'est comme des 1 victoire, 2 défaites, 2 victoires, 2 défaites. 0-1, 2-0. Elle a même déjà perdu au M1 Challenge contre une fille qui était 4-4. Donc, écoute, Lauren Murphy, là. Tu sais, Lauren Murphy, en plus, c'est comme la combattante que c'est juste Lauren Murphy. Lui, je me sens, elle fait pas tant grand-chose de si bien que ça, bien qu'elle fait rien de mal. C'est un peu Journey Woman, mais Journey Woman qui gagne toujours, qui gagne des upset wins, qui est capable de sortir un KO de nulle part au 3e round dans un combat qu'elle gagnait pas nécessairement, comme elle est capable de juste défendre les takedowns de Roxy, Mother Fairy, puis l'outstriker debout pendant 15 minutes, genre très bonne combattante, fiable, que tu sais exactement qu'elle va emmener une bonne game efficace, puis que si t'es pas capable d'être une combattante élite, tu seras probablement pas capable de la battre. Puis Lilia Shakirova n'est pas une combattante élite maintenant. Et écoute, pas tout de suite mettre ma main dans le feu, mais je penserais pas qu'elle soit nécessairement une combattante élite un jour. Donc, Lauren Murphy par décision. Ensuite, je ne sais pas pourquoi j'en parle, parce que je suis même pas sûr que ça va arriver. Puis crime, ça arrive, tant mieux, mais je l'ai déjà breakdown 200 000 fois, ce combat-là. Et puis mon pick, c'est Magomed Ankalaev. C'est Magomed Ankalaev par TKO au premier round, parce que Ion Cutelaba, c'est un glass cannon, soit qui démolit en quelques secondes, ou sa game fall apart, puis il se fait péter. Puis je pense que, tu sais, Magomed Ankalaev est probablement aussi bon que lui debout, peut-être plus je dirais pas plus technique, mais plus varié. Ankalaev va se retrouver à kicking range, kicker, est capable de laisser aller ses mains à boxing range et tout. Tu sais, Cutelaba est comme vraiment un boxeur. C'est un boxeur, va vouloir fermer la distance puis boxer avec son adversaire. Est capable de lutter offensivement, mais pas vraiment capable de lutter défensivement. Ankalaev est un excellent lutteur. C'est un Tchétchène. Vous savez à quoi vous attendre. C'est le genre de Tchétchène qui est excellent debout, puis que là, tu te dis, si, il est bon debout, là, je vais le take down, puis tu essaies de le take down, puis tu te fais out-wrestle, out-grapple, tu te fais même soumettre. Je pense que TKO au premier round, ça a de l'allure pour le chum Magomed Ankalaev dans ce combat-là, surtout que s'ils sortent autant wild que la dernière fois, là, j'espère juste que Cutelaba fera pas assemblant d'être knocké pour essayer de
de draw son adversaire puis le frapper fort en retour parce que ça avait tellement marché le dernier coup que même l'arbitre l'a cru. Tu sais, j'espère qu'il ne fera pas ça, mais ça ne me surprendrait pas que ça brawl assez furieusement pendant quelques minutes, puis que là, on voit déjà une baisse de régime de couteau là-bas, puis Can Kalev en profite pour aller chercher un takedown, puis le TKO ground and pound au sol au premier round. Donc, c'est ma prédiction et ça nous mène à un bijou, un combat pour les annales. Stephen Struve, Tai Tuivasa. Je ne peux pas croire que je m'en viens faire ça en 2020. Mais sacrément, j'ai pas le choix de prendre Stephen Struve dans ce combat-là. Le Tai Tuivasa est mauvais. Là. Il est juste mauvais. Pour être bien franc avec vous, il est mauvais. Il s'est out-grapple pendant 15 minutes par Sergei Spivak. Spivak l'a battu, s'est retrouvé dans le ranking à heavyweight, là, brièvement. Quand tu es assez poche que tu perds contre Sergei Spivak et que tu fais que ce gars-là se retrouve dans les rankings, ça va pas bien là, pour Tuivasa qui... Et je te dirais un power counter-striker. Majoritairement, c'est les deux choses qu'il est capable de faire, c'est de frapper assez fort debout puis de faire mal, puis boire des choux, il est là dehors. C'est pas mal ces deux grandes spécialités. Tu sais, c'est sûr qu'il peut knocker Stephen Struve. Il y a personne qui peut pas knocker Stephen Struve, mais Stephen Struve battait Ben Rothwell là, avant de se faire TKO par nutshot après s'être fait encourager par l'arbitre. Non, on continue le combat, mon big. Si tu gagnes, anyway, il reste 30 secondes, puis le bang se fait finir proche de la fin, il se fait complètement enculé. Mais il avait gagné le combat d'avant face à Marcos Rogério de Lima. Puis, il y a des ressemblances là, entre Marcos Rogério de Lima et Tai Tuivasa. C'est sûr que de Lima est un absolute powerhouse indestructible pendant 1 minute et demie. Puis là, après ça, il gaz out, fait qu'il n'y a plus grand-chose. Tuivasa, je pense, gaz out moins que Marcos Rogério de Lima, mais n'est jamais tellement menaçant non plus. Puis, tu sais, je pense que Struve peut le battre debout. Là. C'est ça le pire. Si Struve décide de se servir, de travailler en arrière de son jab, c'est quand même le skyscraper. Le gars mesure 400 000 pieds de grandeur puis de reach. Puis ça fait qu'il est très difficile à atteindre, mais il pourrait tellement juste l'amener au sol puis le soumettre facilement. Là. Puis je pense que s'il est moindrement intelligent, c'est ça qu'il va faire. Je ne sais pas si je peux me fier là-dessus, par exemple, parce qu'on parle quand même de Stephen Struve, là, mais j'ai Stephen Struve par soumission round 2 ici. Ensuite, l'autre combat là, de la carte qui était intéressant, quand je dis une carte de 3 combats et demi, les 3 combats que je parlais, c'était Khabib Gaethje, Bobby Knuckles face à Jared Cannonier et ce combat-là, Nathaniel Wood, Casey Kenny. Je suis vraiment high sur Casey Kenny. Je vais vous dire, Casey Kenny, c'est un combattant à qui j'ai beaucoup d'espoir chez les 135 livres. Pas que je pense que ce gars-là va devenir un champion du monde nécessairement, mais ce gars-là peut facilement devenir le prochain Jimmy Rivera, le prochain Brian Caraway, de cette division-là. Genre un gars qui est solidement là, 5, 6e au monde, puis que oui, si tu le bats, ben, t'es un title challenger, puis si tu le bats pas, ben, t'es pas ça. Et puis Nathaniel Wood, très bon aussi, mais j'ai l'impression que autant qu'il fait des belles choses offensivement, souvent dans le combat, quand vient l'aspect le plus défensif de la chose, c'est plus difficile. Puis je pense que ça va jouer contre lui face à Casey Kenny parce que Casey Kenny est vraiment rendu un excellent striker qui se déplace bien, place bien ses shots, est capable de travailler en combinaison, mais si c'est trop dangereux, il est capable de juste placer une shot puis sortir du range aussi. Un excellent lutteur, le gars. C'est le genre de gars qui donne un peu de misère de vous, disant ça va peut-être être plus facile au sol, puis tu te mets à grapple avec, puis il t'out-grapple complètement. Il a out-grapple Rayborg, il a out-grapple Manny Bermudez, il a out-grapple des gars que t'es pas supposé vraiment d'out-grapple si t'es pas nécessairement un grappler, genre si c'est pas absolument ça ta gimmick, mais je pense que ça ressemble pas mal à ça, sa gimmick, là, pour être bien franc avec vous. C'est un combattant super complet. Puis je pense que, tu sais, Nathaniel Wood aussi, comme je vous dis, très bon pour lander des takedowns puis out-wrestle quelqu'un offensivement, mais quand tu shootes sur lui défensivement, c'est un peu plus laborieux. Même affaire debout. Très bon pour aller de l'avant, placer des punches, mais quand tu commences à le counter solide, ben là, il commence peut-être un peu plus à douter à ses affaires, puis ça devient un peu plus laborieux dans son cas quand son adversaire lui répond, puis il faut qu'il utilise un niveau de défense un peu plus intelligent pour être capable de placer ses attaques par la suite. Puis ben, c'est là que j'ai pas confiance en Nathaniel Wood. J'ai donc Casey Kenny par décision. On a un autre bon combat, je vous dirais, après. Un combat qui m'intéresse du moins, c'est Alex Cowboy Oliveira face à Shavkat Rakhmonov. Puis ça m'intéresse pour Shavkat Rakhmonov. C'est un gars que ça fait longtemps. Ce gars-là, j'ai lu sur ma liste de prospects jusqu'à temps qu'il ne soit plus un prospect, c'est-à-dire genre au début de l'année. Je pense qu'il se bat depuis 2014. Ce qui fait de lui un gars qui rentre dans les meilleures années de sa carrière. Il est invaincu, fiche de 12-0.
un bon petit striker qui aime évidemment, je dirais, comme, ben c'est pas un Russe, là, il vient du Kazakhstan, mais comme les Européens de l'Est en général, aime mettre la pression debout, aime mettre la pression sur son adversaire pour être entre le grillage et la ligne noire, parce que quand il stand de striker, va se mettre à te grapple, puis c'est un sale grappler. C'est un bon lutteur, excellent top control, gros ground and pound, sert de son ground and pound pour faire commettre des erreurs à son adversaire puis ainsi avancer sa position pour essayer de se retrouver comme sur le dos en monte de là où il peut genre finir par ground and pound, soumettre son adversaire. Il y a plusieurs victoires par soumission, plusieurs victoires par KO. C'est un combattant qui est habitué d'être booké pour des 5 rounds, mais rarement ça dépasse le 3e round. Mais pourtant, tu sais, combattant qui peut des fois prendre le premier round un peu plus tranquille, puis après commencer à augmenter le rythme au 2e et au 3e pour aller chercher ce combat-là. Contre l'ancien Alex Oliveira, je pense que ça aurait été un deal très dangereux, mais potentiellement très payant, parce qu'Oliveira allait y aller balls to the walls au premier round et allait nécessairement passer proche trouver un moyen de finir Rakhmonov, parce que c'est Cowboy Oliveira, c'est ce qu'il fait. Puis après, aurait sévèrement gazante, puis aurait probablement laissé Rakhmonov travailler pour les 2 autres rounds et le battre. On a vu cependant au dernier combat d'Alex Oliveira un combat complètement différent, quelqu'un qui, man, est arrivé vraiment plus intelligent dans la façon dont il plaçait ses coups, dont il se déplaçait, dont il gérait son énergie, gérait son cardio. Ça a vraiment donné comme la meilleure performance de sa carrière, puis une performance qui te permet de croire que s'il continue à se battre comme ça dans ses prochains combats, va peut-être là, finalement réaliser le potentiel qu'on pensait qu'il avait, puis qui est en train d'un peu de gaspiller en étant un action fighter qui dépensait pas bien son énergie, puis qui gazait out trop fréquemment. Quand même, je vais y aller avec Rakhmonov. C'est peut-être un pic un peu partisan ici, mais c'est un prospect que ça fait vraiment longtemps que je suis très excité de voir se battre. Puis je pense que si Oliveira est le combattant plus patient, plus calculé debout qu'on a vu, ça va être un bon match-up debout. Là. Les deux vont être bons, les deux vont être à peu près équivalents dans leur niveau de striking. Je pense qu'on aura le droit à de très belles échanges. Puis je vois Rakhmonov le mixer d'un takedown ou deux vers la fin du round ici là, pour aller sécuriser ces rounds-là puis gagner le combat par décision. Je pense pas qu'il va finir Cowboy. Je pense que Cowboy est comme super tough. Puis les fois que c'est fait finir, c'est un peu plus parce qu'il était complètement gas out puis il savait plus comment défendre les attaques de son adversaire que vraiment parce qu'il s'est fait faire ultra mal puis il était comme en péril. Fait que j'ai Rakhmonov par décision. Ensuite, Down Jung, Sam Alvey, j'ai Down Jung par first round KO. Ça risque d'être un combat qui n'est pas super intéressant jusqu'à temps qu'il y ait un knockout. C'est pour ça que j'espère que le knockout va être tôt. Parce que dans le fond, Sam Alvey ne sait faire qu'une chose, c'est attendre que tu te commettes pour te frapper très très fort avec un counter. Down Jung, c'est pas mal ça et tout qu'il fait. Le Down Jung, si vous voulez une très bonne façon de savoir comment il se bat. Il se bat comme le Korean Zombie s'est battu contre Ortega. Pas comme le Korean Zombie habituellement qui essaie de draw son adversaire puis qu'après il va en combinaison. Non, c'est vraiment essayer de draw son adversaire pour le counter solidement avec un gros power punch. Et puis, écoute, à light heavyweight, il est gros, il est athlétique, il est rapide, puis il frappe fort. Fait que, tout est là pour avoir du succès dans cette division-là. Puis surtout, tout est là pour battre Sam Alvey par KO au premier round. Là. Ça, je pense que c'est pas trop une question. Ensuite, Liana Jojua, Miranda Maverick. Pas un combat que tu checkes et tu te dis « Oh shit, hostie, faut pas que je manque ça », mais pour vrai, si vous êtes des fans de grappling, checkez ça. Parce que Liana Jojua n'est pas vraiment capable de gagner un combat s'il n'est pas sur son dos. Genre de fille que je ne sais pas trop c'est quoi sa game, je ne sais pas trop c'est que ça s'en va. C'est une Georgienne, elle n'est vraiment pas du même calibre que les autres Georgiens qu'on a vus récemment dans l'UFC, loin de là. Mais crime. Une bonne petite combattante, que je dirais, quand elle se retrouve en dessous, elle a des armbars, elle a des guillotines, elle a des très bonnes soumissions de sa garde. Puis Miranda Maverick est toute une fille qui va absolument vouloir rouler avec son adversaire et essayer de la soumettre. Elle préfère être sur le top. Fait qu'on va avoir une spécialiste du top control qui va essayer de soumettre son adversaire contre une spécialiste de la garde qui va essayer de soumettre son adversaire. Je pense que Maverick est meilleur. Je pense que Maverick va gagner. Il a eu plus d'adversité à affronter du meilleur calibre de compétition. La fille s'est déjà battue 3 fois là, dans la même soirée pour un tournoi Invicta. Puis celle qui a gagné le tournoi
tournoi au final. Là. Fait que très tough, a vu de l'adversité. Je pense qu'elle va peut-être se faire pogner dans une coupe de des armbars, des triangles, que ça va être close. On va être là, OK, mais je penserais pas que Jojo la finisse. Ça se peut que Jojo la finisse par un bar au premier round aussi. Mais mon pick, c'est Maverick par soumission au troisième round. Et ça nous mène au premier combat de la soirée. Chez les 155 livres, Yoel Alvarez, Alexander et Yakovlev. Puis pour vrai, de la misère avec ce combat-là, man. J'ai bien de la misère avec ce combat-là. Parce que, tu sais, mon premier instinct, c'est Yakovlev. Mon premier instinct, c'est Yakovlev. Parce que c'est un meilleur grappler, je pense. Tu sais, Yoel Alvarez, c'est le genre de combattant qui est très agressif debout. Puis ça joue en sa faveur, généralement, comme on a vu contre Joe Duffy. Parce qu'au pire, si tu essaies de le takedown, le gars, il a une sale guillotine. Puis la majorité de ses victoires sont par guillotine. C'est un gars qui finit les gens par guillotine, d'un peu n'importe où, mais surtout en étant tellement agressif que les gens sont genre, hey man, faut que je change ça de phase, là, ça n'a pas d'allure. Puis là, il y a un takedown, se retrouve le coup premier ou de retour, Alvarez les voulait. L'affaire, c'est que Yakovlev, tu sais, selon ce que je me rappelle de lui, pas le combattant qui gagne tout le temps, mais c'est un combattant qui est là, qui est tough, qui est excessivement expérimenté, puis qui n'a pas de tendance à se faire prendre là, dans ces petits pièges-là, surtout par un gars qui a moins d'expérience que lui. L'affaire, c'est que la dernière victoire de Yakovlev, c'est direct ça, une victoire par soumission contre un gars qui était absolument en train de le péter, qui est Alex de Silva. Puis il l'a pogné dans une guillotine, justement, puis il l'a soumis. Puis si tu regardes sa fiche, c'est comme sa seule victoire à ses 4-5 derniers combats. Donc, est-ce que mon pic, genre de Yakovlev, c'est en me fiant sur généralement Alexander Yakovlev, comment il se bat? Je pense que oui, mais il faut que je regarde ses derniers combats. Puis s'il n'avait pas soumis Alex de Silva out of nowhere, il était sur une série de 4 défaites consécutives, là, le chum Yakovlev. Donc oui, v'là 4 ans, je pense que Yakovlev aurait probablement battu Joel Alvarez. Mais je pense que où on en est aujourd'hui, peut-être juste être overwhelmed. Là. Peut-être juste être overwhelmed par Alvarez qui va tellement être agressif au début du combat qu'il va littéralement genre le supplier de shooter un takedown sur lui. Puis quand ça va arriver, il y a des très bonnes chances que Joel Alvarez le pogne dans une guillotine. Fait que je vais y aller avec Alvarez soumission round 2. J'ai comme plus assez confiance en Yakovlev à ce stade-ci de sa carrière pour le pick dans ce combat-là. Même si quand je check le match-up puis je check leur style aux deux, je pense que c'est Yakovlev qui a probablement l'avantage de style dans ce combat-là. C'est juste, je ne sais plus il est où dans sa carrière. Je ne peux plus vraiment me fier sur lui là, pour être un combattant qui a vraiment du succès. Donc, j'ai Alvarez soumission premier round. Ça conclut mes analyses et prédictions complètes pour l'UFC 254, Khabib contre Gaethje. J'espère que vous avez apprécié. Les petits chums, laissez-moi un like, un commentaire, me faire part de vos prédictions. Là. Je veux savoir qui gagne ça. C'est Khabib ou c'est Gaethje? Je sais que les gens sont partagés là, par rapport à ce combat-là. Puis même moi, là, ça m'a pris comme 20 minutes avant de me décider sur un pic. Puis encore là, j'ai quasiment envie de le changer parce que je suis vraiment pas certain. Vraiment pas certain de ce que je fais. Je vais vraiment avec mon feeling pour ce combat-là, mais faites-moi part de vos prédictions. Je veux vraiment savoir qui gagne, Khabib, Gaethje, qui gagne le co-main event, Bobby Knuckles, Jared Cannonier. Est-ce que Cannonier va aller chercher son title shot ou Bobby Knuckles va chier ses plans de l'UFC? On va le savoir samedi après-midi, ne trompez-vous pas. Je vais le poster sur la page, inquiétez-vous pas, genre, quelque part comme vendredi, peut-être même samedi matin en me levant. Les prelims doivent être quelque part comme 11h, 11h30. La main card, 2h, 2h30. Je vous confirme les heures exactes, mais n'oubliez pas, c'est pas le soir. Là. Passez pas votre journée en vous disant, ah, c'est Khabib à soir, puis là, t'arrives à soir, tu te racontes qu'il n'y a pas de UFC, tu ouvres Internet, puis tu vois les résultats, puis t'es mad. Fais pas ça, s'il te plaît. Fais pas ça. Fait que merci d'avoir été à l'écoute, puis c'est ça. On se parle une prochaine fois. Ciao, les petits